un podcast Stone. Dans ce nouvel épisode, on va parler spécificité de l'entraînement trail au féminin avec une experte. Elle s'appelle Chloé Lantier, elle est athlète, coach et elle va nous livrer tous ses secrets pour mieux performer. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout, on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne, en apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal. Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chloé. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce deuxième épisode de Queen of the Mountains. Alors, j'ai envie de dire toi et toutes tes casquettes. Tu es scientifique, diplômée en biomécanique et performance humaine et en sciences et en physiologie de l'exercice. Tu es consultante, autrice, speaker, coach. Tu es canadienne, mais tu vis à Chamonix où tu as implanté ton académie. Tu es autrice de 2 livres que je vais citer. 3 livres. Oh, j'en ai oublié un. Sans limite, comprendre le cerveau de l'athlète d'endurance pour mieux performer. Trail, les clés pour performer sans se blesser. Le 3e, c'est quoi? Et je viens de sortir Get Inspired, Be an Athlete. C'est un livre en anglais de l'édition des Impulse. Tu es aussi athlète de haut niveau, avec plus de 40 podiums en trail. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce très riche CV? Ça va. Est-ce qu'on pourrait résumer les choses ainsi? Tu es une experte mondialement reconnue de l'entraînement trail? Je pense que je travaille beaucoup dans le sport professionnel. Donc, je travaille dans différents sports. Mais vu que je fais du trail depuis des années, puis j'ai débuté la compétition très jeune, donc j'ai un pied dans la communauté du trail. Je fais pas beaucoup de coaching, tu sais, je fais ça de côté. Il y a certaines athlètes que j'aide pour 6 mois, 8 mois ou pour une année. Mais j'ai toujours un pied, tu sais, je suis très impliquée à Chamonix. J'aide énormément de personnes aux États-Unis, au Canada. Je fais souvent des présentations. Je suis dans des conférences et des événements. Comme cette semaine, durant l'UTMB, à chaque jour, tu sais, je fais partie d'un événement, mais je fais pas en tant que tel du coaching à temps plein pour les trailers. Oui, j'allais dire, comment tu définis ton rôle? C'est on vient de voir quoi quand on a un problème, finalement? Ah oui, Chloé résout vos problèmes. Donc, exactement. Donc, et on m'appelle souvent, ce que j'aime, c'est que parallèle à mon travail professionnel, je suis très impliquée dans la communauté. En ce moment, j'habite à Chamonix. Fait que je fais des sorties, comme je suis athlète pour Patagonia, fait que je fais des sorties à chaque mois. Mais quand j'emmène les gens courir, je leur montre plein de conseils. On fait des répétitions, on fait des drills. Fait que quand on revient de notre sortie, on a appris plein de choses, sont informés, sont inspirés. Après ça, je reçois des textos. « Ah, j'ai pratiqué ça. Oui, je me sens plus rapide. Ma mécanique est mieux. Maintenant, je peux monter cette côte-là. » Fait que c'est ça que j'apprécie. C'est que j'aime partager mes connaissances et mon expérience aussi. Donc, c'est comme ça que j'aime m'impliquer. Mais il y a beaucoup d'athlètes aussi, quand ils sont blessés, ils ne trouvent pas de solution ou ça fait comme 1 an et demi qu'ils s'entraînent puis ils sentent vraiment qu'ils ne déclenchent pas leur potentiel. Ben là, je reçois des textos et des messages, mais c'est bien. Là, on va faire comme si on partait courir avec toi. D'accord. Hein, on part courir 45, 50 minutes et tu vas nous donner, tous tes conseils. On va décortiquer avec toi les spécificités de l'entraînement trail au féminin, les grands enjeux, on va dire, hein, parce qu'on reviendra dans de prochains épisodes sur chaque sujet spécifiquement. Mais on va poser les grandes bases avec toi. C'est quoi, selon toi, les grands enjeux de cet entraînement trail au féminin, les grandes problématiques? Les grandes problématiques, premièrement, chez les femmes, c'est le déficit énergétique dû à nos phases menstruelles, à notre cycle menstruel. Ça, c'est très important parce que plus on fait d'entraînement, plus la longueur est longue, plus on fait de l'ultra, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, au niveau des graisses, on peut perdre énormément de poids.
Comme vous pouvez le voir aussi, certaines athlètes sont très maigres, très minces. Et ça amène beaucoup de gros problèmes au niveau immunitaire. Mmh. Donc, ça peut amener des fractures de stress au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du fémur, au niveau des membres inférieurs. Autant, c'est pas juste au niveau des pieds, comme les hommes ont souvent à cause du surentraînement. Et aussi le RED-S, qui est un déficit énergétique, qui peut amener des gros problèmes immunitaires à long terme, des infections, des maladies, un manque d'énergie qui peut arrêter une carrière d'une athlète. Ça, c'est les extrêmes. Mais ce que je vois beaucoup aussi, c'est au niveau élite, en ce moment, ils font énormément de volume, comme ils peuvent faire jusqu'à 200 km par semaine. Et ça, c'est un gros stress mécanique sur les chaînes cinétiques. Chaînes cinétiques, c'est les chaînes musculaires pour un mouvement spécifique pour chaque sport. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de blessures au niveau des skis, au niveau des mollets, au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Parce que plus on répète un mouvement, plus on met du stress mécanique et plus on fait de la distance, moins on a d'économie. Donc, plus il y a de stress mécanique. Donc, ça, c'est très spécifique et malheureusement, les femmes, on est plus petites que les hommes. On a moins de muscles. On a un déficit de 10 à 15 au niveau biologique et physiologique. Donc, ça fait partie de l'histoire. OK? Les hommes, leur cœur est un peu plus gros, les poumons un peu plus gros en général. Il y a des exceptions avec tout. Donc, on est plus fragile de ce côté-là. Mais c'est plutôt dû à notre cycle menstruel. Justement, on va parler de l'entraînement selon le cycle, hein, puisque tu nous parles de ce premier enjeu. En quoi les changements hormonaux, déjà, constants, hein, que connaissent les femmes, affectent directement les performances athlétiques? Ça peut paraître une question un petit peu basique, mais c'est finalement quelque chose dont on entend parler que depuis quelques années, et il faut peut-être rappeler les bases. Oui, et de toute façon, même moi, quand j'étais jeune, je veux dire, moi, j'ai appris ça parce que j'ai étudié en médecine, mais la réalité, c'est qu'aucun professeur, même pas ma mère, m'a expliqué. Quand j'ai commencé mes menstruations, j'avais du sang, puis tout ce que je savais, c'est que je pouvais maintenant tomber enceinte. C'est tout. Tu sais. Je te confirme que c'est ce que moi aussi j'ai Ouais. su pendant très longtemps. Puis, je fais beaucoup de conférences en ce moment spécifiquement pour les femmes. Et la plupart des femmes qui viennent m'écouter, c'est soit élites ou des femmes très actives de tous les jours, ils n'ont aucune idée. On n'est pas éduqués, on n'est pas informés, mais ça a un gros effet sur nos performances et sur notre progression. Et c'est c'est simple de comprendre. Donc, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est qu'on a 2 cycles menstruels qui est divisé d'habitude sur 28 jours. La première journée de notre cycle, c'est quand on débute nos menstruations. Et ça dure 14 jours. Et après ça, les 14 jours après ça, c'est là que les hormones commencent à monter et c'est là qu'on commence à avoir nos symptômes prémenstruels. Et nos symptômes prémenstruels, d'habitude, c'est 5-6 jours avant qu'on débute nos menstruations encore. Donc, de façon très simple, souvent, c'est la meilleure façon de comprendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai toujours cru que quand j'avais mes périodes, que j'étais plus faible. Mais la réalité, c'est que le premier jour de nos menstruations, c'est là qu'on est plus comme un homme. Parce que nos hormones sont beaucoup plus bas. Donc, et c'est notre chance de mieux performer. Comme par exemple, moi, la journée avant ma première journée de menstruation, je me suis toujours sentie, j'avais de l'énergie comme j'en avais jamais eu. Fait que je souhaitais toujours que j'ai une course cette journée-là. Mais maintenant, je comprends. Parce que notre période prémenstruelle, notre cerveau garde de l'énergie pour le potentiel de tomber enceinte. Donc, c'est à cette période-là. Des fois, c'est 1 semaine avant nos menstruations, on est tous différentes, qu'on commence à avoir des symptômes. Mais les symptômes, c'est vraiment les hormones montent en flèche. Le côté négatif, malheureusement pour nous, c'est que au niveau physiologique, tout change. Fait que les hommes qui vivent avec nous trouvent difficile à vivre avec, mais c'est parce qu'il y a un gros changement physiologique. C'est comme si à toutes les 2 semaines, on partait faire un ultra sans arrêt. C'est exactement. Fait que notre énergie et notre système est stressé, notre biologie change totalement. Et juste pour vous donner un exemple, au niveau du volume sanguin, le volume sanguin est très épais. Donc, pour chaque goutte de sang, on a moins d'oxygène, même notre effort perçu.
Mais aussi au niveau de notre thermorégulation, ça, c'est notre température corporelle, elle monte également. Donc, même au niveau de la transpiration, on est moins efficace. Donc, tout est plus difficile. Tout demande plus d'énergie. Et en plus, on a les effets secondaires. Mais les effets secondaires viennent dus aux changements physiologiques et biologiques qu'on a à toutes les 2 semaines. Le plus important pour l'entraînement pour les femmes, c'est de comprendre, puis souvent, c'est ça que ça les intéresse énormément, c'est que au niveau du métabolisme des protéines et des glucides, il y a un effet catabolique. Donc, ça veut dire qu'on est plus susceptible à des blessures, on est plus susceptible à des blessures, des microfibres. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de douleurs. À quel moment du cycle on est plus Quand les sensible à ces hormones, blessures? quand les hormones sont très élevées, et ça, c'est la période prémenstruelle. D'habitude, c'est la semaine avant d'avoir nos périodes. C'est cette période-là. Tu sais, quand on commence à être gonflé, parce qu'on a la rétention d'eau, parce qu'on a une température corporelle plus élevée, on dépense beaucoup d'électrolytes. Mais le problème, c'est que vu que le cerveau conserve l'énergie au cas où qu'on soit enceinte, c'est comme le cerveau essaie de nous ralentir. Faites attention. Il y a une chance que vous soyez enceinte. On oublie ça à toutes les 2 semaines. Mais la réalité, c'est qu'on ne synthétise pas les protéines et les glucides de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à se sentir beaucoup plus faible. Ça nous prend plus de temps à récupérer. Fait qu'on sent la fatigue. Mais ça, c'est parce qu'on a un manque d'énergie. Fait que tout est plus difficile. Même aller travailler. Votre travail, interviewer 4-6 personnes dans une journée, si vous faites ça, ça va être beaucoup plus difficile que la semaine que vous avez aux menstruations, vous voyez. C'est une réalité. Puis, même si notre cerveau s'adapte, parce qu'on vit comme ça de l'âge de 13-14 ans jusqu'à 45-50 ans, on le prend pour acquis. Mais c'est jamais facile pour notre physiologie. Au niveau de l'entraînement et de la performance, il y a beaucoup d'effets secondaires si on n'en prend pas en conséquence. Donc, ce qu'on a besoin, c'est on a besoin d'augmenter notre part calorique au niveau des protéines et des glucides le 2 semaines avant nos menstruations. Donc, la phase où nos hormones sont très élevées parce qu'on a un effet catabolique. C'est pour ça qu'on a plus de douleurs, on revient nos entraînements, on est plus fatigué, on se réveille le matin, on a mal aux jambes, on a mal au dos, tu sais. Parce qu'on a il y a beaucoup de segments au niveau des fibres musculaires. Puis, on a besoin de plus d'énergie pour récupérer. De l'énergie, ça vient des glucides. Et pour réparer le corps humain au niveau cellulaire, on a besoin de protéines. Mais on n'a pas juste besoin de protéines, on a besoin des glucides, donc on a besoin d'énergie pour récupérer, vous comprenez? Donc, toute femme athlète ou femme de tous les niveaux, moi, je dis une femme qui s'entraîne régulièrement, c'est une athlète. OK, alors je suis une athlète. Oui. Je ne le savais pas avant de commencer cette discussion. Mais si vous entraînez à chaque semaine, et à chaque mois, et à chaque année, à long terme. Mais la réalité... Non, mais toutes les femmes, en tout cas, ont intérêt à connaître ces enjeux-là. Totalement. Parce que la différence, c'est que comme moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, ce que j'ai fait, c'est que j'alternais à toutes les 2 semaines à réduire un peu l'intensité puis mon volume. Parce que la réalité, c'est quand on a un effet catabolique sur le corps, il faut faire attention au volume et à l'intensité. Mais c'est bien aussi parce que ça nous permet, comme ça, on s'adapte. On adapte notre corps, on adapte notre rythme de vie de l'entraînement à notre corps. Donc, en faisant même 10% moins d'intensité, ça, c'est des entraînements verticaux, des intervalles de montée, des tempos, des rythmes élevés ou vraiment des longues distances, là, tu sais, des sorties comme de 5-6 heures. C'est bien de réduire ça d'à peu près 10%. Okay. Certaines personnes, peut-être 15%, mais ça dépend des effets secondaires. On est tout individuel. Fait que j'aime pas donner. Il n'y a pas de généralité. C'est vraiment individuel. Puis il faut jouer avec. Puis là, vous allez trouver ce qui est mieux pour vous. Mais le plus important, c'est de réduire l'intensité. Et de bien se nourrir, si je comprends bien. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter de 5 à 15%. D'habitude, 10%, ça va, au niveau protéines ou au niveau glucides. Et prendre plus de, comme on dit en anglais, des snacks durant la journée. Comme si vous entraînez le matin, vous prenez un petit déjeuner quand vous revenez vers 8 heures, mais vous pouvez prendre des noix et un demi-avocado et des myrtilles. Tu sais, juste comme ça dans une petite assiette vers 10h30, puis vous lunchez à 13h, puis peut-être vers 14h, 14h, 15h, vous prenez un morceau de fromage
Et après ça, vous mangez un peu plus tôt que d'habitude, le repas du soir, mais il faut augmenter le niveau calorique, le pourcentage à chaque jour et aussi augmenter un peu plus les petits menus. Pas rester sur trois repas par jour. Tu parlais tout à l'heure de déficit énergétique. Là, on reparle de moments où il faut se nourrir un peu plus. Et est-ce que les femmes ont pas tendance à trop se restreindre, justement, à Totalement. pas manger assez? Mais ça dépend, hein, parce qu'il y a des exceptions. Moi, je connais les deux versants. J'ai des copines, j'aide en ce moment. J'ai aidé la dernière année 4 femmes élites, puis il y en a qui mangeaient pas assez, puis il y en a qui mangent régulièrement, tu sais, qui ont aucun problème, mais qui avaient aucune idée de leur cycle. Et maintenant, ils ont adapté ça. Fait que tu peux quand même performer, tu peux quand même bien manger, mais quand tu te rends compte que tu peux même optimiser ton niveau énergétique pour ces 2 semaines-là, ça fait une grosse différence. Ça, on peut parler de minutes, hein. Je veux dire, sur un 42 km, on peut parler de entre 5 et 10 minutes au niveau de l'énergie, parce qu'au niveau de la perception de l'effort, aussi, la perception de l'effort peut être réduite. On peut conserver beaucoup plus de glycogène dans les muscles, donc on a plus d'énergie pour la fin de course. Parce que c'est ça, le glycogène, c'est pour la haute intensité, et les gras, c'est pour la basse intensité. Donc, on a besoin des deux. On a besoin de l'entraînement à haute intensité pour pouvoir préserver plus de glycogène. La synthèse est beaucoup plus efficace au niveau des glycogènes. Et au niveau des gras, c'est vraiment basse intensité et longue intensité. Mais si on fait trop de basse intensité, bien là, on n'est pas efficace au niveau des glycogènes. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures chez les femmes. La première chose à faire, si je comprends bien, c'est d'identifier son cycle déjà et puis Exactement. de partir de là. Ouais. Et ça vaut le coup pour moi et pour les athlètes élites que tu accompagnes. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font tellement de volume qu'ils n'ont pas leur cycle menstruel. Et ça, c'est pas une bonne chose parce qu'on n'est pas des hommes. On a besoin d'un cycle menstruel. Donc, puis il y a des femmes qui vont prendre la pilule et tout. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un autre contexte. C'est un autre. C'est très répandu chez les élites, Ouais. beaucoup de volume et donc plus de menstruation. Ouais. Puis il y en a aussi qui prennent la pilule pour pas avoir leur menstruation. Et le côté néfaste de tout ça, c'est que ça a un effet, ça stresse toute notre biologie et le système immunitaire. Et ça fragilise les os. Puis ça peut optimiser les chances d'avoir RED-S également. Donc, moi, je dis toujours aux femmes, de toute façon, avoir nos menstruations, c'est naturel. Et souvent, les femmes ne veulent pas avoir les effets secondaires. Mais si on peut passer de la bonne information, informer les traileuses, tu sais, faire comme on fait en ce moment, des échanges scientifiques, professionnels, mais avec l'application pratique, parce qu'en ce moment, le problème aussi, c'est que là, ça commence à devenir la mode. Fait que je vois beaucoup d'informations pour les réseaux sociaux, mais c'est pas de la bonne information. C'est quoi les mauvaises informations qui sont données, par exemple? Ben, des fois, c'est très général. Tu sais, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Puis il y a beaucoup de diètes. Vous connaissez, on a plein de diètes en ce moment. Fait que des fois, ils favorisent certaines diètes. Et compter les calories. Moi, j'ai jamais calculé mes calories. Calculer les calories, c'est une des pires choses à faire. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est qu'il y a autant les hommes que les femmes. On voit ça beaucoup dans le cyclisme aussi. Pour maigrir, on compte les calories. Les gens sont un peu trop axés sur ça et ça peut créer encore plus de problèmes. Donc, ce qui est important, c'est de bien manger. Et c'est pas autant les diètes, c'est de quand on mange. C'est, comme on dit en anglais, c'est meal timing. C'est combien de minutes ou d'heures après s'être entraîné il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Dans l'assiette, il faut avoir 40% de protéines, 40% de sucre et 20% de graisse. Ça, c'est super important, comme 45 minutes après s'être entraîné, mais ça peut être un petit menu, ça n'a pas besoin d'être une grande assiette, vous voyez. C'est des choses comme ça qu'on passe pas à l'information. On parle beaucoup de s'entraîner à jeun. On parle beaucoup de... Oui, ça fait partie des modes dont tu parlais. Exactement, ça, c'est toutes des modes. Oui, mais on ne sait pas quand on est... on sait pas, on entend il faut s'entraîner à jeun. C'est ça que les gens me disent toujours, parce que quand ils viennent dans les conférences ou ils lisent mes livres, ils disent « Chloé, pourquoi qu'on n'entend pas cette information-là? » Puis moi, ce que je trouve un peu frustrant, c'est que je suis pas la seule, mais on est une minorité. Parce que dans le 13,
il y a beaucoup d'experts qui sont pas experts. Mmh. C'est la popularité. Puis je dis ça sans jugement. Puis il y a des exceptions et vous savez qui vous êtes parce que quand on est une exception, premièrement, on n'a pas le temps de passer autant de temps sur les réseaux sociaux parce qu'on travaille. J'aime pas dire ça de cette façon-là, mais même quand je dois passer du temps pour les réseaux sociaux parce que j'ai un événement ou quoi que ce soit, ça me stresse parce que je dois passer du temps à autre chose. Mais c'est de vraiment connaître la science du corps humain, fait que la physiologie, la biologie, le système immunitaire, le système musculaire, le système circulatoire, enzymatique. Tout ça, on doit le comprendre, mais on doit être capable d'amener l'application pratique. Et c'est ça qui manque dans le trail. C'est que c'est vraiment vieille école de ce qu'on vous parle souvent, même les méthodes d'entraînement, les méthodes de rééducation, la nutrition. C'est très... tu sais, c'est comme Université 101. Tu sais, c'est un cours de base, mais c'est souvent vieille école et il y a énormément de modes, comme dans tout, hein. Dans tout, en ce moment, il y a des modes. Donc, puis, on est fanatique de ces modes-là. Et vu que c'est une personne populaire qui va parler de tout ça, vous dites quelque chose, tout le monde... moi, je parle, j'ai aucune influence. Vous avez beaucoup plus d'influence que moi. Donc, c'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde du trail. Mais, comme j'ai tellement de lecteurs qui m'ont envoyé des messages, qui ont dit « Finalement... » J'ai fait les exercices, finalement, j'ai adapté avec les conseils que vous me donnez, j'ai progressé, je suis plus blessée. Mais c'est un problème en ce moment, je trouve, et c'est vraiment dû aux réseaux sociaux. On peut pas s'en empêcher. Ça part dans tous les sens, on va résumer ça comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience, notamment, hein, pour revenir à ça, ce qu'on disait du cycle chez les femmes, chez les élites. J'imagine qu'il y a encore très peu de temps, c'était pas quelque chose qu'on prenait en compte. Et maintenant, toutes les coureuses élites, elles prennent leur cycle en compte ou pas? Je trouve, comme je regarde, dans le dernier 18 mois, j'ai travaillé avec 4 femmes élites. Et je me suis rendu compte qu'aucune d'entre elles comprenait leur cycle, même si c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais leurs entraîneurs, ils sont tous entraînés par des entraîneurs masculins, des hommes. Donc, il n'y a aucune différence de la façon qu'ils entraînent les hommes et les femmes. Et ce que je trouve aussi, c'est plutôt le contraire, c'est qu'ils font énormément de volume, beaucoup d'intensité, ils font énormément de route, fait qu'il y a beaucoup d'impact. Donc, quand ils commencent à travailler avec moi, parce que sont dépourvus ou dépourvus, je commence à leur parler de ça, mais je me rends compte qu'ils n'ont aucune idée. Mais je trouve aussi qu'il y a une mentalité, parce que pour eux, le plus important, oui, ils m'écoutent et tout, mais c'est juste de retourner vers la compète. Leur but, c'est quand est-ce que je vais pouvoir courir? Oui, mais si on leur dit qu'elles seront encore plus performantes grâce à ça, j'imagine qu'elles écoutent bien. Elles écoutent, mais je pense que ça va prendre du temps. Ils écoutent, sont intéressés, mais c'est quelque chose à long terme, hein? Parce que c'est l'adaptation qui est importante. Donc, il faut être très vigilant. Puis, on a seulement nos menstruations. Seulement, je dis ça seulement. On a ça une fois par mois. Mais tu sais, ça peut prendre 6 à 8 mois à voir les effets positifs. Et je travaille avec beaucoup de filles et de femmes qui n'ont pas leur période. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de prendre la pilule, tu sais, mais ça peut prendre... tu sais, il y en a tu sais, qui ont 26 ans. Je dis, ça fait combien d'années que vous ne prenez pas la pilule? Mais ça fait 8 ans. Fait que vous imaginez. Fait qu'il y a des conséquences aussi. Fait que je peux les aider à court terme, mais je pense que ce serait bien aussi, c'est que les médecins même soient plus... Parce que moi, quand je travaille avec une athlète, tu sais, on fait des IRM, je les envoie prendre des tests de sang régulièrement, parce que le plus important, c'est d'évaluer d'un test de sang à l'autre. Je veux savoir avec quel médecin il travaille et tout. Et tu sais, tout le système de santé doit changer aussi par rapport aux athlètes, aux athlètes d'endurance. Parce que souvent aussi, comme tu sais, j'ai travaillé avec certaines athlètes qui sont allées voir le médecin a dit « Faut que tu arrêtes de t'entraîner pendant 4 mois. Mais fais du vélo. » Mais non, le vélo, c'est pas bon quand tu as une fracture de stress. Mais ils pensent que courir, c'est mauvais, mais le vélo, il y a beaucoup de compression au niveau des vertèbres et tout. Fait que ça fait 4 mois qu'ils font du vélo, mais ils sont encore... Je veux dire, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut vraiment informer, éduquer tout le système. Ça va prendre du temps. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est mieux d'en parler. Mais c'est un gros... Tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait t'entendre dans Queen of the Mountains pour rétablir quelques vérités, on va dire. J'ai envie qu'on parle... Il y a plein d'enjeux de l'entraînement au féminin. Il y a aussi la longévité des athlètes. Peut-être
les enjeux de l'ostéoporose, pour les femmes qui sont un petit peu plus âgées, ça aussi c'est typiquement féminin. Oui, ce qui est important chez les femmes, c'est que notre passé est très important. Donc, on peut pas revenir à l'arrière, mais on peut préparer notre futur. Fait que la réalité, c'est que c'est un peu une idée fausse de dire de la minute qu'on a 40 ans, on commence à s'en ralentir, on est plus apte à avoir des blessures. Non, ça dépend de notre passé. Donc, plus on s'est entraîné de la bonne façon, qu'on a pris soin de nous, qu'on a bien mangé, qu'on a eu un équilibre au niveau de notre rythme de vie, puis au niveau du rythme de vie d'athlète, puis qu'on a été régulier au niveau de l'entraînement. Tu sais, on s'est pas entraîné, on s'est pas surentraîné pendant 8 mois, après ça a arrêté 2 ans, reprendre et tout. On crée soit une longévité ou non. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a certaines femmes qui ont abusé de leur corps, soit qui ont fumé ou un mauvais rythme de vie, qui ont pris l'entraînement à 40 ans, ils peuvent avoir une longévité aussi. Tu sais, il y a des exceptions. Mais la réalité, c'est le nombre d'années qu'on a passé à prendre soin de nous qui crée de la longévité. C'est la même chose avec la ménopause. La ménopause n'a pas besoin d'être horrible. C'est pas quelque chose de négatif. Même, ça peut être très positif. Tu sais, on est... finalement, on n'a pas affaire avec les règles, on est plus stable au niveau physiologique, c'est un changement naturel. Mais les femmes qui ont abusé de leur corps, je veux dire abusé parce que c'est fréquent à tous les niveaux, autant athlètes et non athlètes, on peut passer à travers une période pré-ménopause qui commence vers 35 ans avec des effets secondaires très néfastes. Mais pour la longévité en tant que trailleuse, le plus important, c'est j'aime mieux voir des athlètes sous-entraînés que surentraînés. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, quand la préménopause commence vers 35 ans, on peut avoir des gros problèmes au niveau osseux, au niveau articulation, au niveau dégénération. Tu sais, quand on voit des coureuses de marathon avoir une reconstruction des hanches, merci, à 32 ans, c'est pas normal. Et je le vois aussi avec certaines athlètes féminines, fin vingtaine, début trentaine, je regarde leur IRM, puis on l'air d'une femme de 70 ans sur leur IRM, au niveau osseux. Donc, les blessures chez les femmes, comparativement à l'homme, c'est que on peut être blessé pendant 10 ans dû au surentraînement, sans symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas blessé. Fait que les symptômes vont arriver probablement à la mi-trentaine. Ils vont avoir de la douleur débutant à 40 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, vous voyez? C'est ça qui se passe avec la course à pied. La course à pied, vu que c'est un sport dynamique, de gravité, plus on fait de la distance, moins on a une économie de course, moins que la mécanique de course soit bonne, plus on met du stress mécanique et ça l'accumule avec les kilomètres. Puis surtout avec le dénivelé. Donc, c'est ça qui est un peu dangereux. Quand je dis dangereux, c'est parce que je le vois aussi, c'est dans mon métier. Hein. Moi, souvent, je suis avec des athlètes très jeunes, les meilleurs athlètes au monde qui sont blessés, qui sont dépourvus, que parfois, ils voient leur carrière. Je veux dire, ils ont dédié 20 ans, ils ont 28 ans, moi, ils ont dédié 20 ans de leur vie, puis ils sont obligés d'arrêter dû à des très grosses blessures. Moi, j'aime pas voir ça. Mais encore, ça débute à l'entraînement. Ça débute avec un équilibre, ça débute avec des entraîneurs professionnels aussi. Ça revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'au niveau formation, il faut changer ça avec les fédérations. Il faut vraiment amener un entraînement plus professionnel. J'allais dire, ouais. Professionnaliser l'entraînement, c'est pas juste aller faire des kilomètres et des kilomètres. Non. C'est apprendre à bien courir. Oui, puis c'est ça. Si vous venez courir avec moi, une des premières choses que je fais, je vous invite, c'est de la minute qu'on part, à Chamonix, quand on part de Chamonix, tout est en montée. Fait que la première chose que je dis, c'est là, vous devez raccourcir votre foulée, vous regardez vers le haut, ça vous écoute vers l'arrière. Tu sais, sans dire que je vous enseigne comment courir, je donne des conseils qui sont efficaces pour réduire l'impact mécanique, mais pour pouvoir avancer, puis pour que notre perception de l'effort baisse un peu, pour qu'on puisse garder un certain rythme. Mais c'est agréable parce que moi, par exemple, toute ma vie, chaque sortie,
je vais me focaliser sur quelque chose spécifique de ma technique. Comme ça peut être une longue sortie, puis c'est que, OK, je vais vraiment focaliser sur ma cadence. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas ralentir ma cadence. Une autre journée, c'est pour mes montées, je garde vraiment ma cadence courte, mais je continue de courir. C'est un bon défi. Justement, comment tu as perfectionné ta technique de l'entraînement à travers ta propre expérience en fait, toi-même, tu as beaucoup évolué dans ta manière de t'entraîner, de te nourrir, de t'occuper de ton corps? Moi, ça a été un peu naturel parce que, tu sais, je viens d'une autre génération, je suis pas vieille, mais ce que je veux dire, c'est que 10-15 ans fait une grosse différence dans notre génération. Tu sais, les années 90 sont très différentes en 2010, 2015, 2020 et ce qu'on lit et ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi, j'ai débuté la course à pied quand j'étais très jeune. Quand j'avais 10-12 ans, j'ai commencé à faire de la piste. Je faisais du 800, du 1500 mètres puis du cross-country. Fait qu'on travaille énormément la mécanique. Puis moi, j'ai toujours aimé l'intensité et la vitesse. Même si j'ai pas les gènes, je pense pour être une sprinteuse, une demi-fond, je travaillais très fort. Fait que j'avais des bons résultats parce que je travaillais bien puis j'avais un bon entraîneur quand j'étais adolescente. On avait vraiment un bon entraîneur. Et moi, j'ai toujours aimé m'appliquer. Donc, même 18, 19 ans, 20 ans, début vingtaine, quand j'ai commencé à faire de la longue distance en VTT et en trail, j'ai gardé cette mentalité-là. Fait que j'ai toujours travaillé ma mécanique sans que personne me l'enseigne. C'est comme naturel pour moi. Puis c'est naturel aussi de vraiment travailler mon effort perçu, donc de faire des sorties qu'aujourd'hui, je garde un rythme, mais l'objectif est de ne pas ralentir. Une autre journée, c'est faire des changements de tempo. Je travaillais mes vitesses. Comme là, on commence à parler du pacing dans le trail, puis moi, ça me tue parce que je me dis, je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Puis les entraîneurs d'il y a 125 ans, pas 125 ans, 124 ans pour les Jeux de Paris, c'est comme ça qu'ils entraînaient les coureurs. Mais on commence à en parler dans le trail, parce qu'en trail, ce qu'on vous dit, c'est dépassez pas la zone 2, puis entraînez-vous lentement, mais c'est une des pires choses pour l'économie de course. Plus on va lentement, moins notre mécanique est bonne. Dans l'entraînement, ce qui est important, c'est pas les zones d'entraînement, c'est le volume. Puis la raison pourquoi on ait les zones, c'est que, par exemple, les entraîneurs élites, quand les Ironman ont débuté, ils font énormément de volume. C'est des athlètes comme performants, de haut niveau. Ils font énormément de volume. La meilleure façon d'augmenter nos performances et notre forme physique de façon rapide, c'est de faire de l'intensité. Mais on ne peut pas toujours faire de l'intensité. Donc, on avait développé les ondes cardiaques. C'est à ce moment-là, dans les années 70, que toutes les montres ont commencé à sortir, des premiers modèles. Puis, les ondes 1 et 2, c'était pour le volume d'entraînement qu'on ne peut pas faire à haute intensité. Mais là, on sort toutes les ondes 1 ou 2, comme si faire de l'intensité, on était pour tomber du précipice. Puis, mais les gens font trop de volume à basse intensité. Puis, ce qui se passe aussi chez les femmes, quand on n'a pas beaucoup de muscles, on est très faible, dans les montées, dans les descentes, on a moins de watts, moins de pouvoir. Mmh. Les hommes ont plus de muscles, ils ont plus de pouvoir. Donc, souvent, notre cardio peut être limité parce qu'on ralentit, parce qu'on manque d'oxygénation au niveau des muscles des jambes. Donc, on ralentit, ou soit qu'on commence à avoir des crampes ou quoi que ce soit. Fait que là, le rythme cardiaque descend, ou le contraire. Mon entraîneur, par exemple, s'il me dit « Chloé, fais 20 km, mais dépasse pas la zone 1. » Mais de la minute que je commence à monter à Chamonix, mon cœur commence à monter. Fait que là, je me mets à marcher parce que je suis pas supposée être dans la zone 2 ou 3, vous voyez. Mais il faut stresser le corps pour avancer. Fait que je me suis jamais entraînée avec les ondes cardiaques, mais je savais exactement où j'étais. Fait que j'ai toujours fait de l'intensité de qualité. Comme j'ai toujours fait des entraînements de montée et descente, même encore, des fois, je fais 3 fois le plan de l'aiguille, mais je monte avec la télécabine puis je descends en courant. Mais je préserve mon énergie. Fait que j'ai toujours fait des gros entraînements de descente ou des gros entraînements de montée. Donc, il faut énormément de créativité. Puis c'est ça qui manque, je pense, dans le trail. C'est plus une dimension en ce moment. Puis malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça l'amène au surentraînement. Puis c'est pour ça aussi que cette semaine, on va avoir 50% de trailers de l'UTMB qui finiront pas. C'est comme ça à chaque année. C'est qu'il y a un manque d'entraînement spécifique pour le profil et pour la distance. Parce qu'on vous dit que l'endurance, c'est de la basse intensité, mais le trail,
c'est de la haute intensité à cause du terrain. Il y a beaucoup de choses à travailler. Sur les longues distances, on voit de plus en plus, hein, que les femmes ont toute leur place, et même parfois un avantage. Qu'est-ce que tu observes, toi? Moi, ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il y a vraiment, comme on discutait avant qu'on débute cette interview, il y a, il y a environ 20% de femmes qui font de l'ultra, 80% hommes. Mais quand on pense qu'on est juste 20%, puis on regarde le niveau des femmes en ce moment, c'est très élevé. Je trouve que c'est très inspirant, même pour les hommes. Mmh. Euh, Puis ça, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a beaucoup de blessures. Fait qu'il y a certaines femmes qui performent, mais après ça, ils performent 1 an ou 2, et après ça, ils disparaissent 1 an ou 2 ans. Mais en général, je trouve que, oui, on met notre place, mais la réalité, c'est que encore une fois, si on était, je dis pas qu'on devrait être 50-50, mais si on regarde comme un 10 000 mètres ou un 5 000 mètres aux Olympiques, on regarde la performance des hommes ou des femmes, il y a juste environ 10 ou 15% de différence. Donc, la seule chose, par contre, que quand on fait des articles, c'est incroyable qu'une femme peut arriver dans les 10 premières ou les 20 premières. C'est normal. On le voit dans tous les autres sports. Donc, il faut arrêter de parler comme ça. C'est un peu vieille école, je trouve. C'est normal. C'est juste que là, on commence à avoir de plus en plus de femmes qui performent de plus en plus. Puis, vu qu'on est déjà très peu, c'est très impressionnant. Fait qu'il y a une grande croissance, il y a plus de compétition qui est bien. Avant, on avait 1 ou 2 avec 100 compétitions. Là, il y a plusieurs femmes, différentes nationalités, différentes méthodologies d'entraînement. Et ça, je trouve que c'est très bon pour le sport, autant pour les femmes que pour les hommes. Tu parlais de personnalités inspirantes. Tu as des noms, des profils qui t'inspirent, toi, dans les... Moi, ce que je trouve intéressant en ce moment dans le trail, c'est de voir ce que je suis en train de décrire. C'est pas une personne. C'est ce que j'aime, c'est que, tu sais, il y en a quelques-unes qui viennent, qui repartent. Il y en a qui sont très bonnes sur le skyrunning, il y en a qui sont très bonnes sur... On commence à voir aussi que la OCC, par exemple, peut être un sport de haute performance. Avant, on regardait ça à une petite distance. Vous voyez? Mais quand on voit que Jim Walmsley va faire un 50 km, ben on le respecte plus. Puis ça, je trouve que c'est important. Parce que moi, je dis toujours, c'est mieux de commencer avec des plus courtes distances, mais de courir et de performer. Puis avec les années, on augmente la distance. Parce que là, tout le monde veut faire l'UTMB parce que tout le monde veut dire qu'ils vont faire l'UTMB. Mais les gens ne se préparent pas pour l'UTMB. C'est pour ça que j'aime voir qu'il y a plus d'élites, de trailers et de trailers professionnels qui vont dans les distances plus courtes. Et j'aime le changement. J'aime voir que c'est pas juste les longues distances. Qu'on commence à performer. Le marathon du Mont-Blanc, c'est un 42 km qui est difficile, mais les temps commencent à descendre. Fait que ça veut dire que les méthodologies d'entraînement commencent à être beaucoup mieux, commencent à évoluer. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi, je pense que même les temps qu'on voit aujourd'hui, si on met en pratique ce qu'on discute, les temps peuvent encore plus descendre. Regardez les sports professionnels. À chaque Olympique, à chaque championnat du monde, il y a des records. Fait qu'on est comme bouleversé à chaque année, comme l'an passé, Vincent, c'était comme incroyable, mais je trouve que c'était super. C'est ça qui est bien, c'est un bon exemple. Tu sais, il y a un travail à temps plein, mais il vient de la route, il était bien entraîné, tu sais, il était pas surentraîné, il était sous-entraîné, mais bien préparé, il avait pas trop fait de compétition. Fait que c'est ça, en ce moment, moi, qui m'impressionne. C'est qu'il y a certaines personnes qui font un gros changement au sport. Et toi, ça te plaît? Ça me plaît. Ça me plaît énormément parce que ça met de la diversité et ça montre aussi que le sport évolue. Puis on n'est pas besoin... Parce que moi, je crois à l'équilibre. Comme moi, j'ai été professionnelle en VTT pendant 10 ans, je faisais du trail en même temps, mais tu sais, j'ai étudié en médecine, puis j'ai couru à travers le monde, mais j'ai toujours travaillé. Mais j'ai pu être athlète professionnelle. C'était difficile, mais j'ai mon travail professionnel maintenant. Puis je trouve que j'ai rien contre ceux qui sont traileuses puis qui travaillent pas. C'est un privilège, mais c'est pas un sport professionnel. Fait que j'aime voir des gens qui sont capables d'équilibrer une vie et quand même de performer parce qu'on peut le faire. Je travaille avec des champions du monde qui sont en train d'étudier en médecine.
qui ont fait les Jeux de Paris. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est incroyable aussi. Ça, j'aime ça du sport. J'aime ça aussi voir, autant dans le sport professionnel que dans le trail, qu'on a un peu de tout. Il y en a qui sont privilégiés, comme je dis, qui peuvent juste s'entraîner. Mais si tu travailles pas, par exemple, c'est ça, donne une bonne image. Fais pas juste dire que tu t'amuses, puis tu passes des week-ends avec des amis à faire des... Ça, j'ai un peu de misère. C'est comme, ben, montre un exemple que tu es professionnel, que tu t'entraînes fort, puis que tu as des objectifs et... Ah, certains ont peur, en fait, de cette professionnalisation du trail, mais toi, Ouais. tu trouves ça excitant. Ben, je trouve que c'est pas la professionnalisation. Je pense que c'est la diversité. Mhm. Parce qu'avant, tu sais, on avait Killian, on avait Courtney, mais à part de ça, tu sais, je veux dire, c'était les extraterrestres, mais pour moi, c'était pas des extraterrestres, c'est juste que c'était des très bons athlètes. Premièrement, doués physiologiquement, mais également, tu sais, je veux dire, qui s'entraînaient et tout, mais ça définit pas le trail, ces deux personnes-là. Puis, je pense que ça va prendre des années avant que ça soit professionnalisé parce qu'il y a un gros manque au niveau de l'entraînement. Même au niveau de la structure et tout, on n'a pas de centre de performance, on n'a pas de centre de rééducation. Comme moi, je travaille dans différents sports, je veux dire, même à Chamonix, on n'a rien de ça. Oui, on a des cliniques, on a un centre de gym et tout, mais il n'y a rien de professionnel. Il faut que je voyage pour voir des bons centres d'entraînement. Puis, je pense aussi que le trail, c'est beaucoup plus que le trail. Il y a tout un programme au niveau rééducation, programme au niveau de déséquilibre musculo-squelettique, tout l'entraînement parallèle pour faire un trailer beaucoup plus performant et endurant avec beaucoup de longévité. On regarde quelqu'un comme Rafael Nadal. Moi, je trouve qu'il est incroyable parce que c'est de la haute intensité. Jouer des matchs de 5-6 heures, les gens disent « Ah, c'est juste du tennis. » Oui, mais ils sont en train de sprinter pour 5-6 heures. Moi, ça m'impressionne, ça m'a toujours impressionné. J'ai eu la chance de travailler avec lui, mais j'avais 12-15 ans, puis je le regardais à la TV. Mais c'est ça la différence avec un passe professionnel. Moi, j'ai pu voir à l'arrière tout ce qu'il faisait pour être qui il était sur le terrain. Mais, je veux dire, ses heures étaient passées à l'extérieur du terrain aussi. Et on voit ça dans toutes les disciplines. Puis sont entourés d'une bonne équipe. Moi, ce que je vois qui manque énormément, et ça encore, sans jugement, je le dis parce que je veux que ça change, puis j'essaie d'aider, mais j'aide beaucoup de femmes qui font partie d'équipes professionnelles de trail, mais ils n'ont aucun encadrement dans l'équipe. Fait qu'ils ont un manager, OK, ils ont peut-être un kiné, mais le kiné n'est pas toujours là. Fait qu'ils sont dépendants du kiné où ils habitent, ils n'ont pas nécessairement un bon kiné. Mais il y a peut-être une nutritionniste, mais est-ce que c'est une bonne nutritionniste? Ou, tu sais, je veux dire, il manque un encadrement. Puis quand on regarde une équipe professionnelle, quand ils gagnent, la première chose qu'ils disent, c'est « merci à mon équipe ». Parce qu'il faut une équipe. Puis je trouve en ce moment moi, j'aimerais ça, faire partie de tout ça, mais il faut vraiment encadrer les athlètes avec des meilleures équipes. Est-ce qu'elles ont les moyens d'avoir des meilleures équipes autour d'elles ou est-ce qu'elles ont besoin de plus de Non, moi, je soutien? trouve que, ben regardez, encore sans jugement, mais je regarde toutes les équipes, les chalets qu'ils louent en ce moment durant la semaine du TMB, c'est des beaux chalets, hein? Donc, c'est beaucoup d'argent. En fait, je me dis, oui, ils ont l'argent. C'est une culture. Il faut juste... il y a certaines équipes, oui, j'ai vu certaines athlètes qui étaient très blessées, qui sont allées dans les meilleurs centres de performance en Europe pour leur éducation et ils ont tout payé pour l'athlète, mais c'est rare. C'est moins que 5%. Donc, si on écoute tout ce que tu dis, un entraînement plus professionnel, une meilleure équipe, une meilleure nutrition, une meilleure écoute de son cycle, je résume, hein, à quel point les femmes peuvent être encore plus performantes entre elles? Tu sens qu'il y a une énorme marge de progression? Totalement, parce que savez-vous ce qui est bien? Premièrement, ce que je viens d'écrire, je veux pas être négative. C'est juste ce que je trouve, c'est ça, on peut toujours améliorer. Comme moi-même, avec mon travail, je veux toujours m'améliorer. Donc, si quelqu'un, des fois, juste, je vais travailler avec une nouvelle équipe, un nouveau physio, un nouveau chirurgien, un nouvel entraîneur dans un nouveau sport, je vais apprendre d'eux pour mon métier. Et je trouve que c'est ça qui manque dans le trail. Fait qu'une équipe, même s'ils travaillent avec quelques personnes de plus, les athlètes peuvent être plus performants. C'est une bonne chose. Vous voyez, c'est une bonne chose. Une communauté, c'est important. On peut créer une communauté dans une communauté. Fait que même si on a différents brands, on peut quand même s'entraider. Puis ça manque, puis ça prend pas grand-chose. Comme je regarde des fois, juste les petits conseils que je donne
à certains hommes ou certaines femmes, puis ça fait une grosse différence. Tu sais, sur un 60 km, on peut parler de 90 minutes. Donc, c'est pas des gros changements, c'est des petits changements. C'est ça qui est bien. C'est que c'est vraiment multidimensionnel. Puis, il faut juste évoluer, c'est tout, hein. C'est comme tout. On n'a pas parlé de l'aspect mental aussi, et de la Mhm. préparation mentale. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse beaucoup, qui est quoi peut-être aussi important que la préparation physique et qui est un peu négligé ou pas? Mais je pense qu'il faut le comprendre. Comme vous savez, il y a beaucoup de slogans, hein. Donc, si je vous demande c'est quoi le slogan qu'on voit le plus entre elles, qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi le slogan qu'on voit le plus au Je niveau? sais pas. C'est C'est quoi? croyez en vous. Ah! Hein, believe in yourself. Ouais. Ouais, hein? Mais moi, j'ai pas accompli tout ce que j'ai accompli parce que je croyais en moi. Mmh. C'est abstrait. C'est important. Mais c'est la confiance qui est importante. Et la confiance se construit à l'entraînement. On peut pas dissocier le mental du physique. Donc, même si je m'assois dans mon salon, je m'inscris pour l'UTMB, puis je crois en moi, ça veut pas dire que je vais performer. Et c'est une raison que j'ai écrit Sans limite, puis mon dernier livre, Get Inspired, Be an Athlete, c'est une grosse partie de l'athlète d'endurance, c'est de développer sa perception de l'effort et sa perception à la résistance à la fatigue. Et ça, c'est très mental. Parce que souvent, dans les ultras, ce qui se passe en ce moment aujourd'hui durant la TDS et tout, c'est que les gens ont une fatigue mentale avant la fatigue physique. Donc, leur fatigue mentale les décourage. Ils commencent à ralentir, ils commencent à arrêter, ils commencent à être déprimés, à être découragés, à pleurer. Et ils voient le prochain checkpoint qui arrive, puis là, c'est la merveille, hein, c'est le miracle. Ils retournent à la maison. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, le plus important dans les longues distances, c'est qu'il faut apprendre à persévérer, mais il faut s'entraîner à pousser nos efforts. C'est pour ça que l'intensité est importante. On en revient à l'intensité dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Parce que comment le cerveau fonctionne, ce qui est incroyable du cerveau, comme moi, je vous écoute j'écoute vos questions. Mon cerveau change. Le cerveau, c'est comme une boule de plastique, dans le fond. Puis comme on dit en anglais, j'adore le mot anglophone. Même, je m'en sers dans mon livre en français. C'est rewiring le cerveau, rewiring the brain. C'est le recablage, mais en anglais, il y a une certaine texture. Ouais, une souplesse. Exactement, rewiring. Donc, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, ou même la façon que vous me posez les questions, je réponds de façon différente. Donc, déjà, mon cerveau change. Ma perception de cette question-là, de quoi on discute, va changer. Et c'est la même chose avec la perception de l'effort. Donc, si je m'entraîne toujours à basse intensité, parce qu'on me dit de rester dans la zone 1 ou la zone 2, ma perception de l'effort est basse. Là, il y a une côte devant moi. Fait que la minute que je commence à monter, c'est pas juste physiologique, c'est que ma perception monte, donc c'est tellement difficile parce que j'ai jamais fait ça avant que je me mets à marcher. C'est ça que les trailers font. C'est ça pourquoi on a 950 DNF sur l'UTMB. C'est qu'ils travaillent pas leur perception de l'effort et plus. C'est comme apprendre une langue. On apprend une langue, c'est très difficile. Il faut le répéter à chaque jour. C'est la répétition et l'expérience. Et ça, c'est au niveau mental. Au niveau émotionnel, c'est différent. Au niveau émotionnel, je dis toujours aux athlètes, quand je fais des conférences, c'est ça que j'ai écrit dans mon livre, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui n'est pas physique, mais c'est tout le côté émotionnel. Et c'est comme si on avait un colocataire dans le cerveau. C'est un colocataire qui essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas capable de terminer, que vous êtes trop lâche. Je le vois très bien, ce colocataire. J'habite avec lui. Mais vous devez... Fait qu'il faut fermer la porte. Fait que moi, je dis toujours, croyez pas tout en ce que vous pensez. On vous dit de croire en vous. Moi, je dis le contraire. Don't believe everything you think. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Parce que la réalité, c'est que notre colocataire peut être une bonne personne. Plus on va s'entraîner à changer notre perception de l'effort et de pousser notre résistance à la fatigue, comme je vous ai dit plus tôt, de s'entraîner à ne pas ralentir, là, on commence à gagner de la confiance en accomplissant. Fait que plus que je m'entraîne à pousser mes efforts, c'est comme « wow! » Avant, je faisais ce circuit-là en 2 heures. Là, je l'ai fait en 1h50 puis je suis moins fatiguée. J'ai travaillé sur ma mécanique, j'ai poussé mes efforts, je fais des entraînements de verticale. C'est de la confiance. Fait que j'ai fait ça pendant 6 mois. Là, j'arrive à l'UTMB,
Je prends ma première montée, je sais à quel rythme la monter parce que j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai poussé mes efforts, j'ai fait des longues sorties, essayant de ne pas ralentir. J'ai fait des sorties en me disant: «Je ne marche pas, je vais juste courir». Et ça change le mental, vous voyez? C'est comme ça qu'on peut pas dissocier le mental du La physique. préparation mentale et la préparation physique, ouais. Puis le côté émotionnel, c'est un peu comme ça. C'est que ce qui est important, il y a un côté, tu sais, l'aspect mental de l'athlète, ça c'est différent. Des traumatismes. Il y a des entraîneurs qui sont très autocrates. Je rentrerai pas là-dedans, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le côté émotionnel d'un athlète, l'insécurité, la pression, ça, il faut que ça soit géré. Et je dis toujours, quand on a des doutes, on a une pression, on a une insécurité, il faut répéter, se mettre dans cette position-là jusqu'à temps qu'on n'a pas de doute et qu'on n'ait pas peur. Comme par exemple, je suis stressée parce que j'ai peur de tomber dans les descentes. Ça veut dire que j'ai un manque de confiance. Fait qu'il faut que je m'améliore au niveau technique. Ou j'ai peur de courir la nuit toute seule. Il y a plein de femmes qui me disent ça. Mhm. Mais pourquoi vous n'allez pas avec une copine ou avec un copain, puis vous sortez une fois par semaine, vous partez à 22h le soir? Il y a toujours une solution. Fait que souvent, on vous dit d'analyser vos pensées, mais c'est une des pires des choses de faire. C'est une des pires choses à faire quand tout va bien au niveau émotionnel. C'est juste une question de pression et de stress. Donc, c'est vraiment d'analyser le pourquoi, puis de trouver une solution. Puis de se plonger dans l'entraînement de cette façon-là. Et je trouve que c'est d'autant plus primordial pour les femmes parce que quand tu parles de problèmes de confiance, on voit que c'est aussi ça qui les empêche de venir s'aligner sur des ultra longs, de douter de leur performance à venir. Totalement. Comme souvent, quand je fais des sorties à Chamonix, souvent, je leur dis pas, je vais leur dire, je vais dire, hey, samedi matin, on fait une sortie de 2 heures, mais je leur dis pas nécessairement. Je dis, pourvu que vous puissiez courir à un rythme lent pendant 2 heures, mais des fois, je les amène à l'aiguille du midi. Puis ce que je fais, c'est que sans qu'ils sachent, tu sais, c'est un environnement agréable, on rit et tout, mais de plus en plus, je les fais courir, alterner course-marche, puis de plus en plus, on court, on arrive en haut. Puis la plupart n'ont jamais couru la montée. C'est presque 1000 mètres, c'est quand même assez raide. Mais ils ont un sentiment d'accomplissement comme ils n'ont jamais senti avant. Parce qu'ils l'ont fait. Puis en plus, sont fiers de... Tu sais, il y a une énergie aussi dans le groupe, mais c'est de la façon que j'ai abordé la montée. Puis souvent, ce qu'on voit entre elles, c'est qu'elles venaient courir avec moi. Moi, je pars, les gens sont à l'arrière, ils ont peur. Fait que aussi, c'est une question de culture, mais moi, j'aime bien amener les gens en montagne. J'aime bien les amener le soir. Je fais des sorties la nuit, comme je viens d'expliquer en ce moment. Puis aussi, il faut vraiment augmenter notre niveau technique entre elles. Niveau technique. Puis il faut s'entraîner pour le profil de la compète. Pas juste pour la distance. Fait que moi, je dis, on va dire, vous faites un 100 km, vous divisez ça le premier 25, c'est tous les quarts. Puis trouvez un profil similaire où vous habitez. Puis vous travaillez vraiment. C'est l'enchaînement d'une grosse descente, après ça, un plat pendant 6 km. Bien, vous devez vous pratiquer à courir sur le plat pendant 6 km. Ce qu'on apprend entre elles, c'est tellement dur de courir du plat après une grosse descente. Mais entraînez-vous pour que ça soit plus facile. Vous voyez? Mais ça, c'est des insécurités. J'ai peur de faire cette course-là parce qu'il y a un 10 km à la fin. Ben, fais pas la course ou entraîne-toi pour 10 km sur du plat. Donc, d'un certain côté, le mental est vraiment physique aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas les dissocier. Fait que c'est des stratégies, il faut travailler des stratégies. Il faut tout pratiquer. Il faut s'entraîner à lutter contre ces insécurités. On pourrait en partie résumer ça. Ben, quand je travaille avec des astronautes, c'est la même chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve une solution pour tout. Parce que l'astronaute doit prendre une décision. Parce que tu travailles avec la NASA, c'est ça? Oui. Donc, on doit prendre une décision sans y penser. Fait que moi, quand je travaille avec des athlètes, je développe des stratégies. C'est la même façon. Tu sais, act, don't react. Mais ça, il faut le pratiquer. C'est comme apprendre une langue, Puis c'est comme ça aussi que le cerveau développe des nouveaux neurones, soit motrices pour le mouvement, soit intellectuels, soit émotionnels. Et tout devient beaucoup plus facile, tout devient beaucoup plus automate. Donc, si vous courez jamais quand il y a la canicule parce qu'on vous dit que c'est dangereux,
Mais si vous allez faire du TMB, il y a des chances qu'il y ait la canicule, comme il y a des chances qu'on a de la neige. Donc, il faut sortir mes journées au moins régulièrement pour comprendre comment notre corps s'adapte. On sort toutes les deux, on va avoir deux adaptations différentes. Il faut comprendre la physiologie de la canicule sur le corps humain et qu'est-ce que je dois manger quand il fait très chaud, qu'est-ce que je dois manger quand il fait très froid, comment je dois m'habiller et tout. Et ça donne la confiance. C'est simple d'un certain côté, mais ça demande énormément de temps. Et c'est comme ça aussi que le cerveau s'habitue et la perception devient beaucoup plus normale et on a plus confiance, on a moins de doutes, puis on focalise à mettre un pied devant l'autre au lieu de lâcher ou de douter ou de ralentir. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent et qui doutent? Moi, je pense que le plus important, c'est premièrement, il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. Donc, il faut regarder quelle est votre motivation. Une motivation, c'est pas un feeling, c'est une action. Donc, pourquoi vous entraînez? Puis, si vous deviez lâcher, à quoi vous penseriez pour ne pas lâcher? Mais moi, j'ai toujours aimé m'entraîner. Comme en ce moment, depuis le COVID, j'ai pas fait de compétition. Ça me manque pas, mais je m'entraîne autant. Parce que j'adore m'entraîner. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée. Puis, j'ai la passion pour la montagne, la passion pour l'effort. Donc, vous devez... Puis quand on peut faire quelque chose seul, on sait qu'on aime faire quelque chose. Donc, si vous pouvez aller vous entraîner seul, puis vous avez de la joie. OK, il y a certains matins, j'ai pas le goût de me lever à 5 heures pour aller courir, mais j'y vais quand même. Ça, c'est la motivation parce que... Donc, je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Merci de nous avoir transmis ta passion. Merci beaucoup, Chloé. Ben, merci à vous, ça me fait plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté le deuxième épisode de Queen of the Mountains et on revient dans 2 semaines.